Voici l'histoire un peu extraordinaire de gens plutôt ordinaires. L'histoire de 5 personnes d'horizons divers mais pas si différents. L'histoire de jeunes et de moins jeunes qui ont franchi le pas, du rêve à la réalité, à cette réalité. Traverser la planète pour aller vivre dans un endroit plus qu'isolé. Installer un minuscule îlot de vie au milieu d'une des plus vastes zones glaciaires au monde. Aller skier des montagnes aux noms inconnus en totale autonomie. Montage du camp. Ça commence à être la tempête qui arrive. On se sent tout petit. Je vais vous raconter une histoire de partage, une histoire d'expérience et une histoire de vie. L'histoire sans artifice de 5 gars comme vous et moi. Voici l'histoire de Claude, Julien, Antoine, Sébastien et moi. Maintenant que vous avez le topo, on va rembobiner un peu. Celui par qui tout a commencé, c'est lui, Julien. Jus, c'est le gars qui a tendance à jamais s'arrêter. Montagne, ski, parapente, trail, surf, il ride tout ce qui existe. Ingénieur, moniteur de ski, guide de voyage et gérant de plusieurs associations, Julien a 19 projets à la minute et 60 idées à la seconde. Alors ça a commencé en avril 2019. On était venu faire un premier voyage ici à ski avec Claude. On avait fait un vol de repérage au-dessus des Icefields. Il faisait super beau, tu voyais tous les sommets, toutes les lignes, des trucs qui n'ont jamais été skiés. Ce massif-là, c'est tellement grand. L'échelle, c'est à la taille de la Suisse, quoi. Plus gros massif glaciaire au monde, à part les calottes polaires. C'est démesuré. C'est quelque chose qui ne se raconte pas, en fait. Faut vraiment le vivre parce que tout est différent. La lumière, c'est vraiment un endroit spécial. Et puis, on s'est dit, allez, on se monte une petite équipe et puis je vous fais visiter mon jardin. Il n'y a qu'une seule route qui vient. Dans le nord, ça va soit... Après, il y a que deux options. Soit tu vas en Alaska, soit tu vas au nord du Yukon, puis tu arrives à l'océan Arctique. En arrivant à Whitehorse, on arrive chez Claude. C'est toujours bien d'avoir un local pour la réussite d'un projet. Quelqu'un qui connaît bien la logistique, le lieu, le massif. Alors, elles ne sont pas super précises, les cartes en papier. Il y a plein d'erreurs. Et surtout, il n'y a rien qui vous choque. Il n'y a pas de nom. On devait partir en mai 2020 et puis ça a été repoussé une fois par le Covid, une deuxième fois. Donc au final, on a passé 3 ans à chercher des partenaires, à rassembler tout le matos. Tout ce qu'il faut pour être en autonomie totale pour 10 jours, voire plus, au cas où tu te fasses coincer par la météo. 600 kilos de matos plus tard, on était enfin prêt à partir. Ça fait 2 jours qu'on pack, qu'on repack, qu'on dépack, qu'on repack. Le moment est venu, on charge le truck. C'est bien, on serre les sangles. Let's go. Et le 4x4 ne démarre pas. Le vieux Ford F-150 de Claude décide qu'il n'a pas envie de partir. On prend les marteaux, petit tapis, on se cale sous le moteur et puis on essaie de décoller le démarreur. La seule façon d'aller là-haut à plus de 3000 mètres d'altitude, sauf si vous avez envie de marcher une dizaine de jours par-dessus des trous géants, c'est l'avion. Oui, je dis bien l'avion, car il n'y en a qu'un seul qui acceptera de vous emmener ici. Et si vous croyez encore que c'est une formalité, un conseil, armez-vous de patience. The reason all that ice is there is it's a very stormy part of the world. There's big storms coming out of the Gulf of Alaska. We look at the forecast, we look to see if we
think it's flyable, and we go have a look. And one way to be safe up there is always be willing to turn around and come back again, because you don't want to push those limits there. You want to be safe. Comme l'accès est compliqué, à plus de 100 km de la base, avec une météo aléatoire, ça veut dire que les déposes et les récup, on ne sait jamais quand ça va se passer, quoi. Juste du mauvais temps et on ne se peut pas récupérer, quoi. Donc il faut prévoir de rester au moins 2-3 semaines là en autonomie. On a fait une première tentative qui moi m'a un peu impressionné honnêtement, tu vois. On a fait un peu du vol un peu radada, slalomé entre les montagnes, tu voyais les nuages qui arrivaient, le vent, ça bougeait un peu. J'ai pas rempli le sac à vomi, mais c'était pas loin. On arrive en haut, c'était tout bâché, demi-tour. Et puis on fait un deuxième vol. Finalement, avec Jules, on arrive à se faire déposer. Et là, il y avait un moment à la fois d'angoisse et d'euphorie. Tu vois l'avion qui se barre, tu te dis « Waouh, là, ça y est, enfin, ça y est, on y est. C'est la réalité, le projet réel qui commence. » Sauf qu'après, tu te dis « Ouais, on y est, mais on est aussi tout seul. » Moi, ça m'impressionnait un petit peu, tu vois, au début. On embarque dans le petit avion, on ne sait pas si ça va faire ou pas. On continue d'avancer, des montagnes, des glaciers immenses qui passent sous l'avion. Et on se dit, on se pose toujours pas. Et le pilote nous dit, ils sont juste là. Et là où ils sont posés, en fait, il y a un gros nuage, grosse barre de nuages qui finalement va nous empêcher de pouvoir poser l'avion sur le glacier. Donc c'est demi-tour, retour à la base. Donc première nuit, tout seul avec Julien là. Et puis Julien il commence à se demander quand est-ce qu'ils vont arriver les autres. Moi j'ai eu un petit moment de doute en me disant ouais, j'espère que tout va bien se passer, qu'ils vont pouvoir venir, que le créneau où il était censé faire super beau, il est bien là. Vraiment nuit ou Non, 3 heures. Peut-être aux alentours de 2 heures, il fait peut-être nuit. Une certaine noirceur, quoi. Allez. La première nuit, moi j'ai dormi peut-être 30 minutes dans la nuit, je pense. Donc le lendemain, finalement la météo s'améliore un peu, après une petite nuit un peu perturbée. Et donc je peux réussir à passer un petit appel en bas dans la vallée, puis je dis ok, ça semble bon là pour le vol. Et finalement toute l'équipe arrive. Et là l'aventure commence. Bref, après quelques péripéties, on était tous là, et l'aventure pouvait enfin commencer. Premier repas sur le glacier. On n'avait qu'une hâte, c'était d'aller skier. Pour ne pas brûler les étapes quand on est à 100 km de la première route, on a décidé d'aller faire un repérage. Première découverte et prise de nos marques. C'était parti pour une belle journée au paradis. On a fait un petit brief sécu, évolution sur glacier là. Et puis là, on part tranquillement en reconnaissance du spot. L'idée c'était de remonter à un long glacier, on a l'impression qu'on est juste à côté, là, un gros faux plat. Le petit sommet, on le voit comme si on pouvait le toucher depuis le camp. On se dit, bon oui, en une bonne heure et demie, l'histoire est pliée, on est au col. On a l'impression c'est tout proche, et en fait ça te prend 3 heures pour y aller. Claude avait repéré un endroit pour nous en mettre plein la vue. Ce qu'il avait oublié de nous dire, c'est qu'un tel endroit, ça se mérite. Petite dédicace au cadreur, juste derrière. Promène sa brique. Wow. Et si vous vous demandiez si c'était réussi et que ça en valait la peine? What? Et quand tu arrives vraiment au dernier mètre, là, tout apparaît, quoi, le Logan. Et là, on est arrivé au sommet de ce col. Et là, on a vu la vue sur le Logan. Toutes les ridges pleines de glace, les faces, les séracs. Tu t'en prends plein les yeux. Là,
En 3 secondes, l'équipe, elle comprend l'échelle de cet environnement-là, de ce milieu. Il y a des massifs du Mont Blanc, en fait, partout. C'est tellement immense, les crevasses, il y en a un qui traverse le bassin complet. Donc ouais, tu te rends compte que ça va pas être si évident que ça, déjà juste d'approcher, d'aller au pied des runs, quoi. Et finalement, ce premier jour nous permet de peut-être un peu tempérer nos ardeurs. Moi, il y avait plein de sommets qui me donnaient envie, puis je me suis vite rendu compte que c'est peut-être 2 jours d'ascension. Bien joué. Ce matin, les 4 gars allaient goûter un peu plus à ce que l'endroit avait à offrir. Loin d'imaginer que tout cela allait être encore une fois bien loin de ce que nous connaissions. On va surfer? Objectif du jour, la petite face juste à notre droite. On a l'impression qu'elle est petite, mais au final, elle fait 900 mètres. La hauteur de la face nord des dômes de Miage, quoi. Ouais, on se rend pas compte, hein, l'échelle ici, elle est juste hallucinante. Sur la première ligne de vrai ski en Yukon. Pas beau ça en face? On se dirige vers une antécime du mont Walsh. Jolie face, de premier abord plutôt petite par rapport au reste des choses. Les cartes sont pas précises, donc t'as pas une idée précise vraiment de l'altitude, ou t'as du mal à estimer les distances. T'imagines pas que t'as 900 mètres devant toi de face de montagne, quoi. Dans le paradis blanc, quoi. Montagne à tire-larigot. Bon. Claude s'arrête à la sortie de la zone rocheuse pour faire une première ligne. Et puis après, on continue avec Kaboul et Julien. On a les jambes, on a l'envie et c'est trop beau. Et du coup, on va jusqu'en haut, ce qui n'était pas prévu au départ. Kaboul, il s'arrête plus là, il est parti le gars. Il fait la trace depuis quasi en bas. Et si t'arrives jusqu'en haut, là, c'est toi qui choisis le nom. Hein. Ok. Tout le long de la montée, j'ai toujours une petite pensée pour mon bon pote de montagne qui était Quentin. Et du coup, voilà, je décide de baptiser ce sommet à 3009 le Q-Peak. La neige a commencé à se transformer, mais c'est pas incroyable, tout est hyper changeant. Voilà, ça reste du ski de haute montagne. Juste le fait de skier dans cet endroit, ça surpasse la qualité de la neige, ça surpasse tout. Faire des virages dans cette belle petite pente, avec la vue que j'avais face à moi, avec tout ce défilé de glaciers, le mont Logan, le mont Vancouver, c'est déjà superbe, quoi. Là, c'est moi, Will. Magnifique. Le gars accroché soit à un bout de rocher, soit à une encre à neige. J'avais décidé de tenter l'aventure pour filmer mes potes. Ouais, du coup, on est les 3 au sommet, on est prêts à descendre. Ok, alors je vais avoir besoin de savoir dans quel ordre qui va. Pour moi aussi, malgré l'expérience des shootings en montagne, ça allait être une sacrée leçon. Bien loin de mes acquis et de ce que j'avais pu imaginer. Mais dans le fond, je crois que c'est ça qu'on était tous venus chercher. Quand tu skis là-haut, tu te rends encore plus compte de l'isolement parce que tu vois que tu es sur une toute petite antécime d'un sommet qui est pas si haut et que tu vois cette immensité avec des sommets à 5000 là-bas. Tu avais l'impression de skier le long de cette arête qui se terminait pas, là ça plongeait et avec une vue panoramique, c'était ouf. I saw new colors in your eyes. Oh, Moi, je suis super content aussi d'être en télémarque, de ressentir cette sensation que j'adore au Yukon. De faire des grandes courbes dans la moquette de printemps, c'est vraiment super bon. Si l'équipe vient là, c'est un peu
à cause ou grâce à moi. Quelque part, moralement, je me sens un peu responsable. Donc là, ça me fait vraiment plaisir, hein. Je les vois arriver avec la banane, le grand sourire, c'est ça le but, quoi. Et c'est ça qu'on est venu chercher, quoi. Un plaisir partagé, quoi. Des nouvelles lignes et une nouvelle journée déjà bien remplie de souvenirs touchés à sa fin. Guidos, cadreur, cuistot, dément. On savourait bien notre chance d'être là. Et ce gars-là y était effectivement pour beaucoup. Claude, lui, est tombé amoureux du coin et on comprendra assez vite pourquoi. Il a déménagé femme, enfant, chien pour vivre son rêve canadien. Ça fait 15 ans que j'ai quitté la France et que j'habite au Yukon. Ouais, juste, on était venu ici en vacances au Canada, une fois, 2 fois, 3 fois, et puis on est un peu tombé amoureux de ces grands espaces, et puis on voulait en découvrir plus. À chaque fois, les vacances étaient trop courtes, donc un jour on a décidé de partir, le grand départ et de venir ici, quoi. C'est quelle heure? Pas trop inquiet, ancien secouriste et montagnard accompli, c'est le gars qui choisit d'emmener ses filles se balader à 2500 mètres d'altitude au milieu de rien, alors que d'autres se feraient un film sur le canapé pour les vacances. Et grâce à lui, on a pu passer de francs moments de rigolade. Dans une aventure comme ça, hein, le ski, c'est pas tout, hein. Le ski, c'est juste une petite partie de la journée. On partage tout. La vie quotidienne, quoi. C'est beaucoup de rigolade, mais c'est aussi manger, dormir, satisfaire ses besoins personnels, s'occuper de son matériel, tout ça dans un endroit réduit, quoi. C'est pas la station spatiale, mais c'est pas loin. Faut partager l'espace, faut partager les ressources, partager les moments où tout va bien et les moments où ça va un peu moins bien parce que t'es fatigué. Chef Kaboul, il a dit une chaussette par jour. Donc ça, premier jour, au sale. Deuxième jour, au sale. Et tous les jours, une propre. Ça roule quand même pas mal bien au camp, là. C'est le fruit de la préparation en amont, quoi. C'est un vrai travail d'équipe. Chacun amène ses connaissances, son savoir-faire. Les petits secrets des Canadiens qui sont les champions du monde du camping, tu vois. D'avoir les bonnes connaissances et puis de travailler en équipe, ça permet de dégager un temps phénoménal, quoi. Et du temps pour s'amuser. Quelqu'un a de la presse à l'œil pour le nez? Un truc, c'est que les journées, elles sont interminables, quoi. Il n'y a pas de nuit, hein. Et on se boit un petit thé, puis on raconte des conneries, on rigole, on planifie pour le lendemain. On a beaucoup de temps. Allez, le point négatif, c'est qu'on dort pas beaucoup, quoi. Et là, au bout de quelques jours, on commence à être bien rincé parce qu'on dort pas, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on s'endort sur les ice fields. Boucherie, pâtisserie. Normalement, tout se passe bien pour la nuit. Bonne nuit, Kaboul. Bonne nuit. Bonne nuit. Il y a un peu un dépassement de limite là. Oui. Ouais, non. Allez. Je dors sur la moitié de matelas comme d'hab. Hop, la chapka pour le grand froid. Et pour aller prendre le petit-déj. Yeah man, ready to go. Lui, c'est Sébastien. Mais allez savoir pourquoi tout le monde l'appelle Kaboul. Kaboul, il est chill, comme disent les Canadiens. C'est le mec passionné de montagne qui passe son temps jamais trop loin des reliefs. Récemment, Kaboul est devenu pisteur secouriste. C'est-à-dire passer 8 heures par jour sur des skis à assurer la sécurité du domaine. Et ça, quand on aime la montagne, c'est quand même bien la classe. Rappelez-vous de cette histoire de gens ordinaires, décidés à faire des choses un peu extraordinaires. C'était là toute la spécificité du projet. C'est clair que dans l'équipe, il n'y a personne de professionnel. On travaille dans le monde du ski, que ce soit en étant moniteur, guide, pisteur, développeur de ski. On a tous une connexion avec le ski, mais on ne vit pas des images qu'on fait.
On les fait pour se faire plaisir. Cette aventure le montre bien, c'est que si tu te donnes les moyens, il n'y a pas de barrière à tes rêves. Si tu y crois et si tu rassembles les bonnes personnes autour de toi, tu peux arriver à faire des projets qui sortent de l'ordinaire. Même des gens qui ne pratiquent pas l'alpinisme ou le ski, je leur conseille, à côté de chez eux, de prendre une tente et d'aller dormir dans la neige. C'est juste incroyable. Et peu importe les conditions, on comptait bien profiter au maximum de chaque journée. Un petit sommet sympathique, tranquille, tout seul. Les copains, ils sont là-bas derrière, ils vont faire leur couloir à eux. J'attends que la neige ramollisse un petit peu et puis après, on va y aller. Et puis, je vais chausser un premier ski, petite plateforme on va dire. Je vais essayer de bricoler. Ah, c'est pas tout confort. Hein. Et bon, une fois que je serai sur les skis, ça va mieux. Allez, clac, on verrouille. 2, 1, drop. Chacun trouve sa ligne, il y a des couloirs, il y a de la pente raide, il y a des grandes lignes sur les séracs. Et puis ça fait partie de la planification aussi. Hein. C'est de se dire qu'il y avait un terrain d'expression pour chacun. Et puis des expositions différentes qui permettaient au moins de trouver les différentes conditions. Donc des plus grandes chances de trouver du ski correct. Donc pour moi, je suis un peu plus vieille école. J'aime bien skier dans les rochers, moi. Tout ce que je fais, moi, c'est sous une petite étoile qui est celle de Pierrot. Et à chaque moment en montagne, il est avec moi et je l'emmène partout où je vais, que ce soit en montagne ou ailleurs, il est là. Allez, celui-là, c'est le Pierrot Peak. Pierrot Peak, mon gars. Yes. Yes. Oh là là, mec, c'est dingo là. Et puis là, on a eu l'occasion de nommer un petit sommet super esthétique où on a fait plein de lignes pour lui, donc c'était top. On y retourne, on est la deuxième de la journée. Et c'est reparti. Ce qui est intéressant dans cette aventure-là, c'est la dimension d'exploration. Il n'y a pas de topo, il n'y a pas trop de vécu, d'historique à ski. Deuxième fois de la journée ici là. Il y a juste nos yeux, notre expérience, les échanges entre nous qui font qu'on va se dire allez, celle-ci on la sent bien, on y va. On a moins d'informations mais on fait plus confiance à notre intuition et à notre expérience. Et ça en fait, on ne peut pas le faire partout. Donc là c'était vraiment chouette de pouvoir vivre ça. Allez, drop, drop. Drop. Avec Tounet, on a fait un super run à côté des séracs qui s'est décidé vraiment dans l'instant. Et du coup, on a fait ce run à vue. C'était une belle ligne avec de la glace et tout à côté.
tu as un petit peu plus d'engagement parce que tu es à côté des séracs et tout, et tu te dis, ouais, tu arrives à faire un truc comme ça dans cet endroit isolé, tu es content, quoi. Quand tu finis des lignes comme ça par rapport à chez nous, tu as beaucoup plus de sensations à extérioriser parce que ça implique justement plein de choses. On n'a pas d'infos sur la ligne, il n'y a pas les réseaux sociaux qui vont t'en donner. En exagérant un peu, on peut presque se dire que cette ligne, ça a pris presque 3 ans de préparation pour sortir une belle ligne au milieu de nulle part dans le Yukon. Et c'était une pure journée, hein. On a quand même eu la chance de peut-être ouvrir 8 lignes sur la même montagne. Ouais, c'est cool. C'est bon les gars. On a bien charbonné. Ah non, c'est bien donné, ouais. Trop cool, Tounet. Trop cool, man. Ça le vaut quand même, non? Ah bah ouais. Rien que pour ça. Pure lumière. Aucune idée du temps. Des couchers de soleil qui durent 5 heures. Après, ça va être entre mi-jour, minuit, pendant toute la nuit. Tu sais pas si c'est le jour ou la nuit. Donc là, on part tous les deux avec Kaboul. On va aller faire un couloir plein sud. C'est pour ça qu'on part un peu plus tôt pour qu'on puisse le skier quand il est bien décaillé et qu'on puisse le monter aussi quand il n'est pas trop mou. Je vous avais pas encore parlé d'Antoine. Antoine, c'est un gars qui aime la vie simple, faite de montagne, de ski et d'alpinisme. Tonio, pour les intimes, a le talon aussi libre que son esprit. Ancien professionnel de la discipline, il a tout de même décroché un globe de cristal. Excusez du peu. Là, désormais, je suis passé un petit peu plus de l'autre côté. Je suis passé entraîneur de l'équipe de France de télémarque depuis 1 an. Et j'ai également un autre travail à côté. Je suis ingénieur produit dans une marque de sport. Antoine monte des projets parfois même à côté de chez lui, peu importe les moyens. En plus, il est pote avec Kaboul. Alors quand il a eu l'opportunité de venir ici partager quelques lignes... J'ai dû un petit peu m'arranger avec le travail, mais globalement, je n'ai pas laissé passer ma chance très longtemps. Voilà l'objectif du jour. Ce beau petit couloir effilé. Ça attaque le raid en haut, hein. La glace, elle est pas loin, c'est encore pas tant décaillé. Ouh, ils sont là les 800 mètres de couloir. Country time. Le sommet est quand même assez raide, on est éloigné de tout, donc on prend le temps, chaque virage, vraiment pente raide, chaque virage est appliqué, on fait gaffe à pas trop prendre de vitesse, chacun son tour. Après, moi je passe devant, il attend, je me mets à l'abri, il redescend pour vraiment évoluer en sécurité. C'est clair que c'est pas le genre de ski qu'on voit dans les films américains, mais ici, c'est la vraie vie. Peu importe les conditions, ce sont des gars qui ont décidé de profiter au maximum de chaque journée sur les skis. Ici, plus qu'ailleurs, la chute est interdite. Ça vaut donc vraiment le coup de redoubler de prudence. La sécurité, c'est la clé de la réussite d'une expérience comme celle-là. C'est pas comme chez nous en France, hein. On n'appelle pas, on ne se fait pas récupérer s'il y a un petit bobo, quoi. Même un gros bobo, faut être capable de rester pendant 3-4 jours et gérer un blessé sur place. Ça se prépare au niveau de l'équipement, ça se prépare au niveau des techniques, ça se prépare au niveau de l'équipe, que chacun soit conscient de ça avant de partir. Tu sais qu'il n'y a rien, donc il faut vraiment bétonner au niveau sécu. Et il y a des phases qui nous faisaient super envie, mais qu'au final on n'a pas faites parce que tu mets un petit peu plus bas ton curseur d'engagement. Il est déjà très haut du fait de l'isolement.
Et ce qui compte le plus, c'est d'être dans l'instant présent et de partager pleinement un moment un peu hors du temps. Moi, je suis content, là, qu'on bien chauffé. Ouais, c'est un peu merdique. Déjà, on va brasser. Et si ça part, là, on est mal. T'as vu comment ça finit en bas On voit même pas. On est arrivé au sommet, l'arête qui menait au rideau où je voulais aller était vraiment pas terrible parce que c'était vraiment exposé sur des pentes qui avaient bien chauffé. Jules, il est un peu déçu parce qu'on discute un peu, on voit vite que ça va pas le faire, quoi. J'ai dit, bah allez, regarde, on partage la ligne que je voulais faire, on se fait ça ensemble et puis ça va être cool. Voilà, c'est un petit couloir tortueux avec de la neige dure, changeante. Donc il est vraiment collé derrière moi. La descente, on la partage, quoi. Les moments de partage en montagne, pour moi, c'est un petit moment d'euphorie, de connexion entre les personnes, je pense, et tu réalises la chance que tu as d'être là, à ce moment-là, avec ces personnes-là. Ce milieu isolé de tout, au milieu de la glace, de la neige, des grosses montagnes, c'est un truc qui renforce ou qui démultiplie cette sensation de partage en montagne. Déjà 5 jours au paradis. Les astres s'étaient enfin alignés après 3 ans de préparation et d'attente. Mais la météo aussi clémente qu'impitoyable allait mettre un coup de frein à nos ardeurs. Seems like the bad weather is coming and it might be there for quite a few days. Can you confirm that? J'appelle la base, je dis quand est-ce que tu peux nous récupérer? Elle nous dit peut-être demain, peut-être après-demain. Après c'est du mauvais. C'est un petit blizzard, quoi. Matin, il y aurait moyen de gratter encore un truc à ski, quoi. Si on voulait encore skier, profiter du beau temps, il y a peut-être un créneau samedi, mais il n'est pas sûr. Si on le rate, c'est-à-dire qu'après, il y a au moins 5 jours de mauvais derrière. La sentence était tombée. Retour maison avec un brin de regret. La décision est toujours difficile, mais on ne pouvait pas prendre le risque de rester coincé là-haut pour une durée indéterminée. Alors qu'est-ce qu'il y a de pire que mettre des sardines dans la tempête? C'est déterrer les sardines qu'on a mis dans la tempête. C'est sûr, moi j'aurais bien aimé avoir 1 mois et demi pour optimiser les créneaux, pour pouvoir me déplacer à fond. Il faut aussi prendre en compte qu'on a tous des métiers, on a tous des familles. On ne peut pas se permettre de partir 4-5 semaines juste pour vivre une expérience qui peut paraître un peu égoïste. D'un côté, on a un petit pincement au cœur parce que oui, effectivement, on aurait voulu rester plus, mais en même temps, on est en pleine haute montagne. On n'a jamais skié en dessous de 3000, on a eu des conditions météo de dingue. Petit rappel qu'il faut profiter plus que jamais de chaque instant. Comme on ne peut pas se faire récupérer, là on s'est fait poser. On va transporter nos 600 kilos de bagages. Voilà. On a quelques petits allers-retours à faire. Ce moment aura été un instant de découverte et d'enrichissement. Pas encore conscient de ce que nous venions d'accomplir, on avait pourtant réussi notre objectif. Il est parfois difficile d'imaginer pour la plupart des gens les raisons et les motivations de tels voyages. Mais ce sont des émotions et des instants qu'on ne peut vivre que là-haut. Allez, dernier montée de chargement, le camp est vide. On a tout paqué, tout plié, il ne reste plus rien. C'était beaucoup de travail pour un temps très court. Mais c'est un espace-temps qui est tellement intense, tellement unique que tu ne regrettes jamais. Tu vois, cette équipe-là, il y a des gens que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je les voyais là. Je pense qu'on va garder des liens pour longtemps, quoi. C'est intense, c'est condensé. Le massif des Saint-Élias aura été pour nous un lieu unique. Un lieu où nous aurons appris la relativité du temps et des distances. Un lieu où ce que nous pensions savoir de la montagne était bien différent de la réalité. Un endroit hors du temps, une bulle hors du monde, où il nous aura fallu faire preuve d'humilité. T'as quand même ce truc de nostalgie où quand tu montes dans l'avion, et là dans le coin de ta tête, tu te dis c'est peut-être la dernière fois que je vois cet endroit. Tu te remémores tous les bons moments passés.
La moindre petite bride de ce que tu vois, tu essaies de l'imprimer. On survolait tous les glaciers et les sommets. Et puis je pense que c'est à ce moment-là que vraiment tu te rends compte de l'isolement dans lequel tu étais. Et là tu dis, ah ouais, on a fait vraiment quand même des beaux jours de ski dans un endroit vraiment, vraiment exceptionnel. Nous allions devoir quitter notre Nunatak et rentrer à la maison. Mais pas avant d'avoir jeté un dernier coup d'œil à ce lieu unique au monde et gravé à jamais cette parenthèse dans nos mémoires. Et c'est l'été ici, dis donc. Ah, attention, ça tourne. 1, 2, 3. Wouh, il est chaud. Je te remets le trophée de l'homme glacé. C'est un bon coup. Toutes ces lignes qui... Oh putain, il y a un ours, mon gars. Regarde, 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 regarde.